Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission mensuelle du Web, présentée par Catherine Dujardin. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission culturelle du Web. Pour ce mois de juillet, la thématique choisie est celle de la gouvernance dans le pays émergent. Nous allons donc voyager au Royaume du Maroc afin d'explorer cet aspect au sein des institutions publiques marocaines. Nous tenterons également de mettre en lumière l'un des chantiers nationaux les plus importants qu'a connu le cours de la dernière décennie, en l'occurrence, la réforme des établissements et entreprises publiques dans le Royaume. En fait, ce projet de réforme a été lancé suite aux hautes orientations royales du roi du Maroc, formulées dans son discours en 2020, avec pour objectif de restructurer le secteur public et d'améliorer la performance de l'administration, ainsi que la qualité du service pour gagner le challenge du Maroc d'ici 2030. Ce méga-projet intervient à la suite d'un diagnostic approfondi, ayant révélé une croissance excessive du nombre d'établissements publics, entraînant un chevauchement des missions et une répartition peu claire des responsabilités, notamment face aux attentes croissantes des citoyens marocains en matière de qualité des services publics. À savoir aussi que cette réforme s'inscrit également dans le cadre du projet de régionalisation avancée qui vise à améliorer la répartition des rôles entre l'État et les territoires en conférant davantage de compétences aux autorités locales pour exécuter les projets selon les spécificités de chaque région et règle également la crise fomentée des provinces du Sud. Pour tout dire, il est évident que ce projet réformateur aura à renforcer la gouvernance locale et ambitionne en plus d'instaurer une équité territoriale à travers une meilleure répartition des équipements et des infrastructures dans l'ensemble des régions. Il cherche aussi à renforcer les capacités de gestion locale et à accroître l'efficacité des politiques publiques à l'échelle régionale. Bref, aujourd'hui, le Royaume du Maroc aspire à une meilleure répartition des rôles entre le gouvernement central et les conseils territoriaux, à l'amélioration des services rendus aux citoyens, ainsi qu'à la promotion de l'investissement. Cependant, malgré toutes ces initiatives et tous ces efforts, le projet fait face à des défis importants, tels que le manque de coordination entre les parties prenantes, ainsi que l'insuffisance des ressources financières, humaines et techniques. Dans cet épisode, nous passerons en revue avec nos collègues Jeanne Delaforêt et Roland Morel les principaux aspects de cette réforme, les défis qu'elle soulève et les objectifs stratégiques qu'elle poursuit, y compris le rôle de la régionalisation avancée dans la consolidation du développement local. À cet effet, nous allons nous baser sur les travaux de M. Hassan Najet, un penseur marocain qui s'intéresse beaucoup au domaine des sciences de gestion et particulièrement à la corporate governance, en l'occurrence le gouvernement d'entreprise. M. Najet est aussi assesseur au sein de l'Institut de la gouvernance, présidé par M. Saad Bouachrim. Restez avec nous pour en savoir plus sur ce chantier de réforme qui impacte profondément l'avenir du pays. Jeanne et Roland, à vous la parole. Émission culturelle du Web. Le dialogue. Avec Jeanne Delaforêt et Roland Morel. Bonjour, tout d'abord, merci Catherine pour le choix du sujet. Je suis Jeanne Delaforêt, je suis avec Roland Morel pour discuter sur la thématique de ce mois de juillet 2025 qui concerne le Maroc. Bonjour Jeanne, ravi d'être avec toi pour cet épisode Dans le cadre d'une recherche sur les nouveautés de la culture marocaine dans l'espace numérique, à travers les journaux, les magazines et les réseaux l'honneur, sociaux, Jeanne. Plusieurs articles intéressants ont été identifiés concernant l'auteur M. Hassan Najet. L'analyse des données du dataset révèle que ces articles publiés en arabe dans le journal marocain Assaïfa et d'autres en français portent principalement sur la sémiologie, la culture marocaine et aussi sur la gouvernance. Oui, un domaine crucial aujourd'hui. Effectivement. Il exerce également en tant que consultant à l'Institut de la gouvernance et il faut aussi mentionner M. Saad Bouachrim, le président de cet institut. Tout à fait. De la réforme des institutions et entreprises publiques au Maroc, en s'appuyant sur ces analyses, particulièrement celle de Hassan Najet. Une transformation majeure. Oui, majeure et surtout absolument nécessaire. Pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut peut-être rappeler le point de départ, le contexte. Oui, volontiers. Qu'est-ce qui a rendu cette réforme si urgente ? Eh bien, on avait une situation, disons, de prolifération. Imaginez, en 2021, on comptait près de 270 entités publiques. Établissements, entreprises publiques. Ah oui, c'est énorme. Énorme. Et qui dit multiplication dit souvent des missions qui se chevauchent, parfois des doublons, une certaine dilution des responsabilités et donc une inefficacité globale. J'imagine que ça a aussi un coût financier. Absolument. Une très forte dépendance financière vis-à-vis de l'État. Pour donner un chiffre, en 2020, le soutien de l'État dépassait les 33 milliards de dirhams.
33 milliards. Oui, et ce n'est pas tout. La dette globale de ces entités était aussi astronomique. On parlait de 326 milliards de dirhams en 2023. C'est considérable. On comprend mieux l'urgence. Exactement. Certains observateurs n'hésitaient pas à parler de sclérose, voire d'arrêt cardiaque du système. Il fallait vraiment une refonte en profondeur, un électrochoc. Face à ce diagnostic assez sévère, quelle a été l'approche? Comment s'articule cette réforme? L'ambition affichée est celle d'une réforme multidimensionnelle. On ne touche pas juste à un aspect, mais à l'ensemble. On peut identifier, disons, 5 grandes dimensions principales. D'accord. Quelles sont ces dimensions? Premièrement, il y a la dimension organisationnelle et administrative. C'est tout le débat classique, mais toujours pertinent, entre déconcentration et décentralisation. Quelle est la différence, rapidement? La déconcentration, c'est quand l'État central donne plus de pouvoir à ses propres services sur le territoire, les préfectures, les directions régionales, etc. La décentralisation, c'est un transfert de compétences, de vrais pouvoirs, vers des entités élues localement, comme les régions ou les communes. D'accord. Et la mise en œuvre est complexe, j'imagine. Très complexe. Trouver le bon équilibre, s'assurer que les capacités suivent au niveau local, c'est un défi constant. Bon, ça c'est la première dimension. La deuxième, c'est la dimension juridique. C'est-à-dire? Là, on a eu des textes importants. Il y a eu notamment la loi cadre 50-21 qui fixe les grands principes de la réforme. Et puis, la création d'une nouvelle entité clé, l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État, l'ANGSPE. Quel est son rôle? Son rôle, c'est de gérer de manière plus professionnelle, plus stratégique, les participations que l'État détient dans les entreprises publiques. C'est un peu le bras armé de l'État actionnaire. Et ça n'a pas fait l'unanimité, si j'ai bien compris. Non, effectivement. Il y a eu pas mal de critiques, notamment au Parlement, sur ses pouvoirs, son fonctionnement, sa gouvernance propre. On y reviendra peut-être. Il y a aussi un nouveau code de bonne gouvernance qui est censé s'appliquer à ces entités. D'accord. Donc, organisationnel, juridique, ensuite... Ensuite, la dimension financière et comptable. Là, le gros changement, c'est de vouloir passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. On ne donne plus un budget juste pour fonctionner, mais en fonction d'objectifs à atteindre. La budgétisation axée sur les résultats. Exactement. Et pour accompagner ça, il y a l'adoption des normes comptables internationales, les IFRS. L'idée, c'est plus de transparence, plus de rigueur et pouvoir comparer ce qui est comparable au niveau international. Logique. Quatrième dimension? La dimension technologique, incontournable aujourd'hui. On parle de transformation numérique de ces institutions, d'intégration de l'intelligence artificielle. De grandes ambitions? Oui, de très grandes ambitions. Mais là aussi, il y a un décalage parfois entre l'ambition et la réalité du terrain. Les infrastructures qui ne suivent pas toujours, le manque de compétences numériques en interne, c'est un chantier énorme. Et enfin, la cinquième dimension, que vous aviez qualifiée de critique. Oui, la dimension des ressources humaines, le capital humain, c'est vraiment le pilier essentiel. On peut avoir les meilleures lois, les meilleures structures, la meilleure technologie. Si on n'a pas les bonnes personnes avec les bonnes compétences au bon endroit et bien motivées, ça ne marchera pas. C'est le facteur humain. C'est le facteur humain. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter une dimension transversale qui prend de plus en plus d'importance, l'intégration des critères ESG, environnement, social et gouvernance. C'est devenu une exigence, à la fois des citoyens et des partenaires internationaux. Chiffre difficile, comme le nomment certains analystes. Pourquoi est-ce si central et si compliqué à gérer? Central parce que, comme je disais, tout repose sur les compétences, l'engagement, l'intégrité des femmes et des hommes qui animent ces institutions. Compliqué parce que les défis sont multiples et profonds. Quels sont ces défis majeurs identifiés, notamment dans les travaux de M. Nager? Alors, un premier gros problème, c'est souvent l'absence ou la faiblesse des systèmes de gestion des connaissances. Le knowledge management, comme on dit. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique que quand un cadre expérimenté qui a accumulé des années de savoir-faire quitte l'institution, par exemple, pour prendre sa retraite, eh bien, toute cette connaissance risque de partir avec lui. Elle n'a pas été capitalisée, formalisée, partagée. C'est une perte énorme de mémoire institutionnelle. Oui, je vois. Et ça rend difficile la continuité? Exactement. Et ça rend aussi très difficile de reproduire les bonnes pratiques. Une agence ou une entreprise publique peut développer une méthode très efficace dans un domaine. Mais cette innovation reste confinée. Elle ne se diffuse pas aux autres entités similaires. Chacun réinvente un peu la roue dans son coin. D'accord. Autre défi? Un autre point très sensible, c'est la question des qualifications et de la formation, notamment au niveau des instances de gouvernance comme les conseils d'administration. C'est-à-dire?
Il y a un manque de compétences? Disons que les critères de nomination ne sont pas toujours basés uniquement sur la compétence technique ou managériale requise pour le poste. Parfois, d'autres considérations, disons politiques ou relationnelles, peuvent entrer en jeu. Ce qui pose un problème de méritocratie, hein? Oui, un vrai problème de méritocratie. Et ça peut avoir des conséquences très directes sur la qualité des décisions stratégiques prises par ces conseils. Si les administrateurs ne maîtrisent pas bien les enjeux du secteur ou les principes de bonne gouvernance, la performance de l'entité risque d'en pâtir, forcément. Et ça touche aussi un autre point crucial, la nécessité de développer une véritable culture de l'évaluation et de la performance. Il faut pouvoir évaluer objectivement les dirigeants, les administrateurs, sur la base de résultats concrets. Et ça demande des indicateurs clairs et surtout une volonté de transparence et de redevabilité. Ce n'est pas toujours facile à instaurer. On voit bien que ce capital humain est au cœur de la problématique de la gouvernance. Et ces enjeux se manifestent très concrètement dans certains secteurs clés, n'est-ce pas, Evelyne? Les universités marocaines sont souvent citées. Tout à fait. Les universités sont un cas d'étude particulièrement parlant. Elles sont confrontées à des défis majeurs qui sont directement liés à ces questions de gouvernance et de capital humain. Quels sont ces défis? Pour définir sa stratégie, gérer ses ressources humaines, adapter ses formations. Ce qui mène peut-être au deuxième problème, hein? L'inadéquation formation-emploi. Exactement. C'est une critique récurrente. Les cursus ne sont pas toujours alignés sur les besoins réels du marché du travail, ce qui crée du chômage chez les jeunes diplômés et en même temps des pénuries de compétences dans certains secteurs porteurs. Et la gouvernance interne des universités est aussi pointée du doigt. Oui, elle est souvent qualifiée de perfectible. Manque de transparence dans certaines décisions, lourdeurs administratives, faible implication des acteurs socio-économiques dans les instances de décision, tout cela freine la dynamique. Avec des conséquences graves comme la fuite des cerveaux. Malheureusement, oui. Quand les jeunes chercheurs ou les professeurs talentueux ne trouvent pas un environnement propice à leur épanouissement, des moyens suffisants, une reconnaissance de leur travail, ils sont tentés d'aller voir ailleurs. C'est une perte terrible pour le pays. Et la production scientifique? Elle est jugée globalement faible par rapport au potentiel et aux standards internationaux. Tout cela est lié. Manque de moyens, gouvernance perfectible, fuite des talents. C'est un cercle vicieux. Et c'est dramatique, car l'université devrait être le moteur de l'innovation et le principal fournisseur de ce fameux capital humain dont on parle. C'est clair. Un autre exemple intéressant mentionné dans nos sources, ce sont les nouvelles agences régionales d'urbanisme et d'habitat. Une nouvelle génération d'agences issue de la loi 64-23. Oui, l'idée de départ est louable. Regrouper au niveau régional les compétences en matière d'urbanisme et d'habitat pour plus de cohérence et d'efficacité en lien avec la régionalisation avancée. Mais là aussi, des risques sont identifiés. Oui, plusieurs risques potentiels. D'abord, le risque de chevauchement des compétences, non plus entre entités nationales, mais cette fois entre ces nouvelles agences régionales et d'autres acteurs locaux ou nationaux. Il faut bien clarifier le « qui fait quoi ». Ensuite, la question des capacités. C'est ça. Est-ce que toutes les régions auront d'emblée les capacités humaines, techniques, financières pour faire fonctionner ces nouvelles agences de manière optimale? C'est une vraie interrogation. Le transfert de compétences doit s'accompagner d'un transfert de moyens conséquents. Le financement est donc un point clé. Absolument. D'où viendront les ressources de ces agences? Seront-elles suffisantes et pérennes? C'est encore incertain pour certaines. Et paradoxalement, un risque de recentralisation. Oui, c'est le paradoxe. On crée des structures régionales, mais si le pouvoir de décision réel, les arbitrages financiers importants, restent concentrés au niveau central, on n'aura pas vraiment décentralisé. La tutelle de l'État pourrait rester trop pesante. On voit que la mise en œuvre est pleine d'embûches potentielles. Tout à fait. C'est un bon exemple qui montre que changer les structures sur le papier ne suffit pas. Il faut que la culture, les pratiques et surtout les moyens suivent. Face à ce tableau complexe, quelles sont les pistes de solutions qui émergent? On a mentionné l'approche de Hassan Najet. Qu'est-ce qui la caractérise? Ce qui est intéressant dans l'approche de M. Najet, telle qu'elle ressort des articles analysés, c'est d'abord la volonté de poser un diagnostic précis, qualitatif, comprendre les mécanismes profonds, les freins culturels, au-delà des chiffres bruts. Mais pas seulement un diagnostic. Non, et c'est ça le point important. Ces contributions se veulent constructives. Il ne s'agit pas de faire une critique stérile du système, mais de proposer des pistes concrètes, des solutions opérationnelles. Vous parliez d'un portefeuille de projets opérationnels. Oui, c'est l'idée. Identifier des actions précises, réalistes, qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la gouvernance dans différents domaines. Une approche très orientée solution. Et quelles sont les grandes lignes de ces solutions? Où faut-il investir en priorité, selon lui? L'idée force qui revient constamment, c'est la nécessité d'un investissement massif et ciblé.
D'abord, dans les infrastructures numériques, bien sûr, pour moderniser l'administration, améliorer les services aux citoyens. C'est la dimension technologique dont on parlait. Exactement. Mais l'investissement le plus crucial, c'est dans la qualification des ressources humaines. Formation initiale, formation continue, développement des compétences managériales, techniques, comportementales, c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet. Investir dans l'humain, encore et toujours. Toujours. Et il insiste aussi beaucoup sur l'importance de développer les partenariats publics-privés, PPP. Pas seulement pour financer des projets, mais aussi pour faire venir l'innovation, l'agilité du secteur privé au service du public. D'accord. Et il évoque un modèle de gouvernance particulier? Oui, il fait référence à ce qu'on appelle parfois le modèle de gouvernance entrepreneuriale, qui repose sur une collaboration étroite entre trois pôles. L'État, qui fixe le cap, régule, le secteur privé, qui apporte l'innovation, l'investissement, et la société civile, qui représente les usagers, les citoyens, et participe au contrôle. Un triangle vertueux, en quelque sorte. Intéressant. Et pour ceux qui voudraient approfondir ces analyses, il y a des ressources disponibles? Oui, les sources mentionnent sa chaîne YouTube comme étant une ressource de valeur où il développerait certaines de ses idées sous forme de vidéos. Bon à savoir. Ces solutions proposées, elles s'inspirent de courants de pensée plus larges en matière de gestion publique, j'imagine? Oui, tout à fait. On sent très clairement l'influence des principes de ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique, New Public Management, ou NPM. Pouvez-vous nous rappeler ces grands principes? Bien sûr. L'idée centrale du NPM, c'est d'importer les méthodes du secteur privé dans le secteur public pour le rendre plus efficace et plus orienté vers les clients, c'est-à-dire les citoyens usagers. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se focaliser sur les résultats plutôt que sur les procédures, mettre en place des structures de gouvernance fortes avec des conseils d'administration compétents, indépendants, responsables, rationaliser le portefeuille public, c'est-à-dire se demander quelles activités doivent vraiment rester publiques et lesquelles pourraient être mieux gérées autrement, améliorer la transparence et la reddition des comptes, renforcer le contrôle interne, l'audit, la gestion des risques. Et la qualité de service? Oui, c'est essentiel. Adopter des normes de qualité, comme les normes ISO par exemple, et bien sûr intégrer la responsabilité sociale des entreprises, RSE, et les fameux critères ESG dont on a déjà parlé. C'est tout un package de réformes inspiré par cette logique managériale. On voit que c'est une approche très structurée. Très structurée, mais qui demande, encore une fois, une volonté politique forte et une adaptation au contexte spécifique de chaque pays, de chaque institution. Ce n'est pas une recette miracle à appliquer telle qu'elle. Bien sûr. Alors, pour conclure notre discussion, si on devait résumer les facteurs clés de succès de cette immense réforme au Maroc, quels seraient-ils? Sur quoi repose vraiment sa réussite? Je dirais qu'il y a un consensus qui se dégage des analyses, notamment celle de M. Nager. La réussite repose sur un équilibre, une combinaison de plusieurs facteurs interdépendants. Lesquels? Premièrement, et on y revient toujours, un investissement sérieux, massif et surtout durable dans le capital humain. Formation, attraction des talents, motivation, évaluation. C'est la base. D'accord. Ensuite? Deuxièmement, une modernisation en profondeur de la gouvernance elle-même. Ça passe par plus de transparence dans les décisions, des mécanismes clairs de reddition des comptes, que les responsables rendent vraiment des comptes sur leur gestion, et une implication plus forte des parties prenantes. Donc, capital humain et gouvernance modernisée. Troisièmement, le développement indispensable des systèmes d'information. Un système d'information performant, c'est l'outil qui permet la transparence, le pilotage par les résultats, la gestion des connaissances. C'est le système nerveux de l'organisation moderne. Et enfin, la dimension financière. Oui. Quatrièmement, l'adoption d'une politique financière qui soit à la fois claire, soutenable à long terme et qui intègre pleinement les critères ESG. On ne peut plus gérer les finances publiques sans penser à l'impact environnemental et social. Capital humain, gouvernance, système d'info et politique financière durable et ESG. C'est un programme ambitieux. Très ambitieux. Mais l'enjeu est crucial. Les sources le soulignent avec force à tout retard significatif dans la mise en œuvre effective de cette réforme, dans le traitement de ces problématiques, menace directement la pérennité de l'État social que le Maroc cherche à consolider. L'urgence est donc bien réelle. C'est un chantier absolument essentiel pour l'avenir du pays. Essentiel, oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très complet et nuancé. Ce fut un échange dense, mais je crois nécessaire pour comprendre les défis et les perspectives de cette réforme. Merci aussi à nos auditeurs pour leur patience et leur attention. Merci à vous. Et peut-être pour prolonger la réflexion, une question à laisser en suspens. Au-delà des lois, des décrets, des organigrammes,
quel changement culturel plus profond est nécessaire, à la fois au sein de l'administration elle-même, mais aussi peut-être dans la société marocaine, pour que cette réforme puisse vraiment s'enraciner et produire durablement tous les effets attendus. C'est sans doute là que se joue une grande partie de la réussite. Merci Jeanne et merci Roland. Votre débat, comme à l'accoutumée, fut vraiment intéressant. Pour terminer l'émission, je vais essayer de revenir sur les principaux points débattus. Ce que je retiens de votre débat, c'est que le diagnostic relatif à la réforme des établissements et entreprises publiques et le diagnostic mettent en évidence plusieurs défis critiques. Lenteur dans l'application des réformes et du cadre légal, problèmes managériaux et institutionnels, difficultés financières majeures, faiblesse des ressources humaines et retard dans la transformation numérique. Ainsi, tous ces éléments combinés entravent significativement la performance et la modernisation des EEP. Face à ces enjeux, les solutions proposées par le penseur Hassan Najeh reposent sur une approche intégrée et ambitieuse. Il est donc essentiel de renforcer la gouvernance en introduisant des mécanismes axés sur la transparence, la responsabilisation et une meilleure efficacité managériale. Le développement des compétences humaines via une formation continue et une culture fondée sur la performance et la gestion du savoir constitue un levier stratégique essentiel. Parallèlement, accélérer la transformation digitale à travers l'adoption d'infrastructures modernes, l'intégration raisonnée de l'intelligence artificielle et des systèmes d'information unifiés apparaît incontournable. Par ailleurs, il faut dire qu'outre l'optimisation de la performance financière par la restructuration des actifs non stratégiques et en appliquant les normes comptables internationales, il serait judicieux d'intégrer systématiquement les critères ESG, ce qui permettra certainement d'assurer une gestion durable et transparente. Je pense également à l'importance d'améliorer la coordination entre tous les acteurs afin de favoriser la déconcentration des compétences. Compléterons cette stratégie globale. Pour terminer, si j'en crois nos sources, la réussite de cette réforme repose inexorablement sur une vision stratégique claire, un leadership solide et une prise en compte simultanée des dimensions humaines, institutionnelles, numériques et financières. En tout cas, l'auteur paraît très optimiste quant à la réussite de ce chantier de réforme si les pistes d'amélioration et la feuille de route sont scrupuleusement respectées, notamment ce qui relève du nouveau management public et les procédés de gestion qu'il véhicule. En tout cas, M. Najeh est confiant en ce qui concerne les compétences et la volonté de ses concitoyens, ce qui est une bonne chose en soi. Ainsi, s'achève notre émission sur la réforme des établissements et entreprises publiques au Maroc. Bonsoir Jeanne et Roland, et à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission culturelle mensuelle avec une nouvelle thématique. Bonsoir à toutes et à tous.